Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. Depuis un petit moment déjà dans ce podcast, nous tentons de documenter les assauts répétés de la fachosphère sur la culture, et notamment sur la culture actuelle via le numérique, les réseaux sociaux et les canaux contemporains de sa diffusion. Mais il ne faut pas pour autant imaginer que l'extrême droite a décidé de se tourner tout entière vers le présent et l'avenir, au détriment de ce qui a longtemps été son terrain de jeu favori, le passé. Au contraire, la fascination pour un passé mythifié, romancé, elle n'a jamais été aussi forte. On ne compte plus les militants qui jonglent entre les références aux Templiers, aux rois de France, aux croisades ou à Charles Martel, et on voit se multiplier les tentatives de rendre populaires des relectures politiquement orientées de l'histoire. C'est notamment ce que fait le milliardaire Pierre-Édouard Stérin, le grand argentier de l'extrême droite qui a décidé de mettre sa fortune au service de la victoire de son camp, fortune qu'il investit notamment dans des expositions historiques immersives dédiées à Napoléon, aux Vikings, à Jeanne d'Arc, avec à chaque fois une approche très droitière, à la limite de la falsification. Pourquoi est-ce que l'histoire et le roman national sont de tels enjeux pour l'extrême droite ? C'est ce qu'on va se demander dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Et mon invité, c'est l'historien et confrère podcasteur André Loez. En plus d'être enseignant et auteur, il anime l'excellent Paroles d'Histoire que je vous invite à suivre si les questions historiques vous intéressent. C'est dispo sur toutes les applis de podcast. Pour démarrer notre discussion et afin que nous ne soyons pas perdus dans les couloirs du temps, j'ai commencé par lui demander « C'est quoi le roman national ?» Le roman national, c'est le nom qu'on donne à un récit simplifié de l'histoire de France qui s'est diffusé à la fin du 19e siècle, principalement dans un cadre scolaire, mais aussi avec toute une série d'autres productions. Ça pouvait être de la littérature enfantine ou même d'aventure, et évidemment par la suite le cinéma et d'autres choses comme ça. Et c'est une version simplifiée qui met en avant les grandes figures, les héros de l'histoire de France. Le roman national en soi, c'est quelque chose d'assez banal. Quasiment tous les pays en ont. C'est par exemple aux États-Unis le roman des pionniers qui vont vers l'Ouest. Et cet exemple permet d'ailleurs de voir que tous les pays en ont parce que ce sont des mythes, que ces mythes, il y en a sans doute besoin à un certain moment pour souder des communautés, et que ces mythes, on sait les dépasser. Alors, dans le cas du western, on sait que depuis les années 1960, même John Ford s'est retourné sur ce qu'il avait fait et puis a proposé une vision plus désenchantée de l'Ouest. Aujourd'hui, on simplifie moins et c'est plus les Indiens les méchants. Mais un certain nombre de gens en restent encore à la version initiale du roman national, celle où il y a des bons et des méchants, celle où il y a des grands héros qu'il faut vénérer et puis des choses dont il faut surtout pas parler. Et du coup, ce qui était une forme d'évidence à une époque où l'histoire n'était pas encore vraiment une discipline scientifique et qui se transmettait à l'école parce qu'on pensait qu'il fallait que tout le monde, finalement, ait un peu les mêmes images, les mêmes clichés en tête, est devenu parfois un outil idéologique, effectivement, aux mains de la droite radicale, le plus souvent. Et c'est quoi alors notre roman national à nous ? C'est quoi nos mythes ? En tout cas, ceux qui intéressent en l'occurrence notre sujet. Alors c'est là où c'est intéressant parce qu'en fait l'expression de roman national en elle-même elle peut être neutre dans la mesure où on peut avoir un roman national de droite, de gauche ou même très unificateur, très lisse. À une époque par exemple, une des figures clés du roman national c'était Jean Moulin. Et Jean Moulin c'est quelqu'un de parfaitement honorable et même plus que ça, c'est un héros je pense dont la mémoire peut être partagée par tout le monde, c'est quelqu'un qui a lutté contre l'occupant nazi. Donc au fond l'idée qu'il y a des personnages fédérateurs et qu'on va les raconter, les mettre en avant dans une version simplifiée de l'histoire, ça peut être approprié par tout le monde, ça peut être approprié par la gauche, qui a longtemps mis en avant des figures de la Révolution. Bon, il y a plein de communes, communes de banlieue parisienne, où il y a des rues Robespierre, à côté de la rue Yuri Gagarine, voilà. Chacun peut se faire son propre roman, ses propres affinités idéologiques avec telle ou telle figure de l'histoire. Donc, en soi, c'est pas forcément gênant. C'est évidemment une différence par rapport à ce que fait l'histoire, qui est de montrer que dans l'histoire, il y a d'autres choses que des héros, que les grandes figures. Il y a des complexités, il y a du collectif et pas que de l'individuel. Et donc, c'est en ça que tout roman national, même si, comme je dis, il y en a qui sont moins toxiques quand on parle de Jean Moulin, voilà, évidemment, c'est pas en soi néfaste, mais tout roman national tend à gommer, à lisser, à simplifier. La résistance n'était pas que Jean Moulin. La résistance, c'est des milliers d'hommes, de femmes, dans plein de situations différentes, qui n'ont pas tous un visage reconnu, ni une médaille au jour de la libération. C'est un phénomène beaucoup plus complexe, et ça, évidemment, l'histoire tend à aller vers ce type de rapport au passé, alors que les gens qui en ont besoin pour alimenter des mythes ou pour alimenter des croyances vont aller vers les versions toujours très simplifiées. Et du côté de la droite, et de la droite radicale, c'est quoi les grands thèmes, les grands personnages, les grandes dynasties que justement ces courants-là vont aller chercher et réactiver un peu en permanence ? Alors, je dirais que c'est
variable dans le temps et qu'il y a des versions soft et des versions plus abouties. Les versions les plus banales, c'est des grandes figures dites fédératrices d'une histoire très longue, et j'insiste bien sur très longue. Pourquoi ? Parce que pour une partie des courants de droite, ce qui compte, c'est de gommer la Révolution, ou de montrer que la Révolution, finalement, est une parenthèse ou est secondaire dans l'histoire de France. L'histoire de France est celle qui puiserait le plus loin possible dans le passé, celle qui enjamberait la Révolution et tout ce qu'elle apporte de nouveau, c'est-à-dire l'idée d'égalité des droits, l'idée de démocratie, pour dire que finalement, ce qui compte, c'est une sorte de racine essentielle, immémorielle, qui est chrétienne, monarchique, et que c'est autour de ces figures chrétiennes monarchiques que les choses vont se construire. Donc c'est Jeanne d'Arc, par exemple, même si le cas de Jeanne d'Arc est intéressant, parce qu'en fait, là aussi, on voit que ça peut être très plastique. À une époque, il y a un siècle à peu près, les communistes avaient pu s'approprier Jeanne d'Arc pour dire « c'était une fille du peuple », qui a défié les autorités. Mais en dehors de ça, il est vrai que les figures monarchiques, les figures chrétiennes, les figures en particulier d'un Moyen-Âge fantasmé, sont aujourd'hui parmi les plus mobilisées par une droite, une extrême droite, qui va défendre un discours identitaire, notamment pour dire, l'Europe est envahie par l'islam, donc tournons-nous vers les croisés du Moyen-Âge, comme figures viriles, fortes, masculines, chrétiennes, guerrières, capables de bouter hors de notre sol ceux qui sont décrits comme des envahisseurs, etc. Donc là, il est clair qu'il y a un gisement très important de ce point de vue-là. Après, il y a d'autres figures, Napoléon évidemment, une figure à la fois de rayonnement national, de conquête, chef de guerre, et en plus, pour ne rien arranger, il a rétabli l'esclavage. Il y a plein de gens qui peuvent évidemment se le réapproprier pour dire, c'est le type de héros dont on a besoin, quelqu'un qui ne cède pas au woke. Napoléon n'était pas woke, c'est évident dans l'esprit d'un certain nombre de gens, et du coup, on peut le mettre en avant. Et à la limite, on peut le mettre en avant et surtout se servir de ces figures pour dire attention à ceux qui attaquent notre histoire, tous les gens qui osent émettre des critiques ou un regard distancié sur telle ou telle figure, finalement, c'est nos ennemis idéologiques. Donc quand, quelque part, à Rouen, par exemple, un maire dit la statue de Napoléon qui trônait sur telle place, on va faire une consultation pour voir si on peut la mettre ailleurs, parce que c'est quelqu'un, effectivement, qui a tous les côtés qu'on connaît, dont celui du rétablissement de l'esclavage ou celui des conquêtes et des guerres de conquête. Lorsque ça arrive, évidemment, il y a des gens pour dire attention, notre histoire essentielle, notre histoire mémorielle, l'histoire de la France, on est en train d'y attenter, et donc mobilisons-nous contre ça. On parle du groupe d'ultra-droite, la division Martel, qui a été dissous ce matin au Conseil des ministres. Gérald Darmanin qui l'a annoncé. Le groupuscule Division Martel a été créé en 2022. Son nom a été choisi en hommage à Charles Martel, l'homme qui a mis fin à l'invasion arabe en 732 à Poitiers. Mais c'est aussi une référence au club Martel, groupe terroriste qui avait provoqué l'attentat qui avait fait 4 morts contre le consulat d'Algérie à Marseille en 1973. Il y a un cas qui est à la fois très intéressant et très représentatif de ce rapport plus que paradoxal à l'histoire. C'est le cas de Charles Martel. Alors ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Il est érigé un peu comme étant un symbole de la résistance d'une forme d'Occident à l'envahisseur qui viendrait évidemment du Maghreb. Pour le coup, c'est une figure qui a été utilisée des tonnes de fois à travers l'histoire par l'extrême droite. Oui, des tonnes de fois, et puis réactivé encore récemment, puisqu'un certain nombre d'auteurs d'attentats ou d'attentats projetés avaient soit des tatouages Charles Martel, soit des inscriptions portant son nom sur leurs armes. Donc c'est quelque chose qui peut directement accompagner des passages à l'acte violent. Alors c'est quelque chose qui a été très bien démonté et expliqué notamment par 2 collègues qui s'appellent William Blanc, Christophe Nodin, qui ont rédigé un petit livre chez Libertalia sur cette figure de Charles Martel et ses réutilisations, parce qu'effectivement, Charles Martel, c'est un chef de guerre et un chef franc dont on sait qu'il a combattu contre des musulmans au milieu de la France, près de Poitiers, dans les années 700. Mais au-delà de ça, on ne sait pas grand-chose de cet épisode, et c'est un épisode qui n'a certainement pas la surcharge idéologique et religieuse qu'il a aujourd'hui, puisque c'est pas conçu à l'époque comme une guerre de religion, c'est pas conçu à l'époque comme un affrontement civilisationnel. C'est un épisode d'un rapport effectivement complexe et souvent conflictuel avec l'islam qui passera par les croisades, qui passera par d'autres phases ultérieurement. Mais la réification, l'essentialisation qu'on en fait aujourd'hui, évidemment, elle a beaucoup plus à voir avec la politique qu'avec l'histoire. Ce surinvestissement idéologique de l'histoire, il passe aussi par une attention toute particulière à un secteur bien précis, l'école. L'enseignement, la façon dont on parle de l'histoire au primaire, au collège, au lycée. Régulièrement, la droite et l'extrême droite font feu de tout bois pour dénoncer des programmes trop à gauche, trop occupés à bourrer le crâne de notre belle jeunesse avec des considérations antiracistes et anticoloniales plutôt que de leur apprendre les rois de France, la chronologie, nos ancêtres les Gaulois, etc., etc. Une manière pas très subtile de dire que l'histoire, c'était mieux avant. Ça non plus, ça n'est pas très nouveau.
En 1979, il y avait une couverture du Figaro Magazine avec la grande figure de l'histoire à la télévision de l'époque était Alain Decaux. Les plus anciens connaissent peut-être, et ça doit être visible sur YouTube. Alain Decaux, c'est vraiment le monsieur qui racontait l'histoire à la télévision à une heure de grande écoute. Et Alain Decaux pointe un doigt accusateur vers le lecteur de cette couverture du Figaro en 1979 et dit « On n'apprend plus l'histoire à vos enfants ». Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de renouvellements pédagogiques et d'inclusion dans les récits historiques à l'école d'autres thèmes et de questions qui sont moins centrées effectivement sur la stricte chronologie de l'histoire des rois de France, de la succession des dynasties, avait introduit un peu plus de complexité. Et donc, Decaux se faisait le porte-parole d'une génération qui existe encore aujourd'hui, qui est souvent très nostalgique, passéiste, et qui dit, voilà, moi, quand j'étais au collège, j'ai appris par cœur les chefs-lieux des départements, et j'ai appris par cœur les dates des règnes des rois de France. Et très bien, si on aime mémoriser ça, il n'y a pas de problème, mais au fond, il faut aussi se rendre compte, il faudrait que ces gens soient capables de faire un petit peu baisser le niveau d'intensité politique qu'ils attribuent à ça, parce que la chronologie peut avoir des vertus, mais connaître des listes de dates n'a pas plus d'intérêt que de connaître par cœur la liste périodique des éléments, ou connaître par cœur des chefs-lieux, si on n'en fait rien et si on ne comprend pas dans quoi ça s'inscrit. Donc, disons, ce qu'essayent de faire les enseignants aujourd'hui, globalement, c'est d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé et de donner des points de repère chronologiques, mais l'idée qu'on ferait du pur apprentissage du par cœur et des dates et de savoir à quelle date Saint-Louis a commencé à régner et quand il est mort, voilà, il est mort en 1270, est-ce que le fait de savoir que Saint-Louis est mort en 1270 apporte quoi que ce soit intellectuellement à quiconque? Je ne pense pas, mais effectivement, c'est ce à quoi se raccrochent pas mal de gens dans une vision, dans une lecture. Là encore un peu fantasmé de cette école, on parlait au début du roman national, hein, on fait comme si cette école de la fin du XIXe siècle, elle faisait des miracles. Hein, grâce à elle, tout le monde était un bon français, il n'y avait pas de chômage, l'ascenseur social marchait, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Cette école, c'était aussi une école dans laquelle il y avait 40-50 enfants par classe, il y avait des classes communes avec des élèves de 8 à 14 ans, plein qui sortaient sans savoir bien lire et écrire, contrairement à l'image fantasmée qu'on en a. Donc voilà. Donc moi, j'inciterais les gens, pas forcément à rentrer uniquement dans le combat culturel en disant, voilà, les fachos, il faut leur enlever l'histoire de France. Je dirais aussi, c'est évidemment nécessaire sur un plan, mais je dirais aussi, il faut faire baisser un peu d'intensité ces débats pour comprendre qu'il y a des questions méthodologiques qui peuvent se poser. La chronologie, c'est bien l'utiliser à certains moments, mais c'est pas un drame si telle ou telle date n'est pas su par cœur. Voilà, donc si quelqu'un, son petit-fils n'est pas capable de lui dire à quelle date s'est fait le partage de Verdun entre les 3 petits-fils de Charlemagne, c'est pas la fin du monde, ça se trouve facilement dans un livre ou ça se trouve sur Internet, et s'il a compris de quoi il est question, c'est finalement sans doute préférable. Je pense que d'une certaine manière, on surinvestit d'autant plus le passé qu'on a peur du présent et qu'on a peur des changements dans le présent et de perdre dans le présent. Il y a un collègue, Florian Besson, qui a fait un très bon article qui s'appelle la croisade réinventée, dans lequel il explique à quel point il y a des gens qui alimentent plein de comptes Twitter, Instagram, etc., avec des images de croisés et de templiers pour dire on finira par gagner. On finira par gagner quoi ? La nouvelle croisade, celle d'aujourd'hui contre les immigrés qui nous envahissent, etc. Et donc effectivement, le passé, c'est ce recours fantasmatique qui permet de sublimer un présent vécu comme dangereux ou comme inquiétant. Mais en faisant ça, évidemment, on passe à côté de tout dans l'histoire. C'est-à-dire on passe à côté du fait de qu'est-ce qui s'est réellement passé au Moyen-Âge, pourquoi les croisades ont lieu. Et on passe aussi à côté du plus important, et ça c'est vraiment le truc que la plupart des gens ne comprennent pas quand ils ont ce rapport-là à l'histoire, c'est que l'histoire, c'est pas un miroir. Les gens du passé, ce n'est pas nous. Il y a tellement d'écart entre nous et les Templiers, que les Templiers, et ça choquerait évidemment tous les gens qui postent aujourd'hui des mèmes de Templiers, mais les Templiers ressemblent beaucoup, beaucoup plus aux gens qui combattent, c'est-à-dire les chefs militaires musulmans du XIIe ou XIIIe siècle, qu'ils ne nous ressemblent à nous, avec nos téléphones portables, avec nos métros, avec nos vies quotidiennes de la modernité. Donc en fait, il y a une discontinuité radicale dans l'histoire, que tout le monde ressent d'ailleurs, parce que tout est en train de changer très vite dans le monde. Une discontinuité radicale qui interdit complètement de se projeter, de dire qu'on ressemblerait d'une manière ou d'une autre à Clovis, ou aux Vikings, ou aux Spartiates. Il faut bien comprendre que c'est des sociétés qui sont différentes, qui n'ont pas les mêmes codes sociaux, qui sont des sociétés d'avant la modernité, et qu'on ne leur ressemble en rien, et qu'on n'est pas leurs descendants. On peut dire que c'est nos ancêtres, mais ça en fait pas nos ancêtres. Nos ancêtres, c'est les gens de la génération immédiatement avant. Et à 2 générations, ils n'avaient pas de lave-vaisselle et de lave-linge. Et du coup, à 2 générations, c'était déjà un autre monde. Donc cette idée de la discontinuité, c'est ce que ne comprennent pas les gens qui veulent voir l'histoire comme un miroir, alors que l'histoire, fondamentalement, c'est l'altérité. POV, tu es Jeanne d'Arc. POV. Tu es Philippe le Bel. POV. Tu es Charles Martel. Malgré son côté passéiste, la passion historique de la droite radicale se télescope tout de même avec les usages contemporains, et notamment l'IA générative. Pas une semaine ne passe sans qu'on croise la route d'une vidéo nous présentant la vie de Vercingétorix, d'un chef viking ou d'un croisé, façon POV, tu es Jeanne d'Arc. Et tant pis si les vidéos en question sont bourrées d'erreurs et de contresens historiques. Ça fait un max de clics, ça vient alimenter tous les plus gros clichés du genre,
Et le pire, c'est que même le gouvernement s'est mis à faire des vidéos IA de ce style. Est-ce que les tenants du roman national ne tiennent pas là leur arme ultime ? C'est assez déprimant quand on fait de l'histoire professionnellement de voir ça. Comme c'est déprimant, je pense, pour beaucoup de métiers créatifs, de voir la place prise par l'IA. Bon, mais ça, c'est tout un débat dont on n'a pas fini de parler. C'est assez déprimant, mais c'est pas non plus très surprenant dans la mesure où même sous d'autres formes avant, ça existait déjà. C'est-à-dire que l'histoire, pour beaucoup de gens, c'est le lieu de la familiarité. Et quand des gens veulent entendre parler d'histoire, ils veulent qu'on leur raconte des histoires qu'ils connaissent d'une manière ou d'une autre déjà. C'est pour ça que Stéphane Bern, ça marche, parce que c'est beaucoup plus simple de chausser des vieilles pantoufles dans lesquelles on sait qu'on sera confortable que d'aller marcher sur un gravier qui fait un peu mal, parce que on va vous provoquer, on va vous amener vers des histoires que vous connaissez pas, on va vous parler de la Chine au XVIIe, et là, vous allez être perturbé, vous n'avez pas vos repères, vous pouvez pas vous reposer dans le canapé en regardant Versailles et Louis XIV, on vous l'a déjà dit 50 fois, et vous le voyez une nouvelle fois. Alors cette fois, c'est de l'IA et pas une reconstitution mal faite avec des mauvais acteurs, mais au fond, c'est exactement le même type de choses. Et d'ailleurs, les IA se nourrissent de ce stock d'images de basse qualité, que ce soit de la vieille imagerie d'Épinal, des illustrations de livres pour enfants, ou des films historiques et téléfilms historiques plus ou moins bons. Et donc l'IA, par définition, ne peut pas générer grand-chose de satisfaisant, puisque ça ne fait que puiser dans un stock de clichés déjà là. Donc effectivement, on est très désarmé par rapport aux gens qui manient les clichés historiques, parce que les gens qui manient les clichés historiques, ils ont en quelque sorte déjà tous les outils à leur disposition. Et quand on arrive en disant attention, on est historien, c'est plus compliqué, c'est pas comme ça. Puis moi, je vais vous parler d'un truc qui n'a jamais été représenté. On n'a pas ces outils et ces images, et même si on les avait, ça sonnerait forcément faux. Donc la seule consolation qu'on peut avoir, c'est se dire que à moins que vraiment nos contemporains soient irrécupérables, un ado qui regarde une vidéo POV tuer Jeanne d'Arc ressentira la même sensation de vacuité et de fake qu'on a nous en voyant ça, en disant ça n'a aucun intérêt et c'est ni fait ni à faire. Mais la masse fait que ça produit sans doute quand même des effets de simplification, des effets de confusionnisme. Moi, à la limite, c'est moins la propagande pure et dure qui m'inquiète que le confusionnisme généralisé dans lequel tout est mélangé. Et effectivement, une vidéo sur Jeanne d'Arc, on verra un drapeau français dedans, alors qu'évidemment c'est totalement inconcevable avant 1789, qui est le bleu, le blanc, le rouge pour symboliser une nation. Ça n'a aucun sens, mais ça figure dans des vidéos IA, parce que l'IA, évidemment, elle ne sait pas faire autrement que de mélanger quelque chose. Et donc du coup, des gens qui sont dans une vision du monde confusionniste, qui utilisent un outil confusionniste, ça peut pas effectivement produire des choses très encourageantes. Au-delà des outils, on va dire, nouveaux et de la réinvention un petit peu de cette propagande, les vieilles recettes ont quand même la vie dure, notamment tout ce qui est de l'ordre du muséal. Alors muséal avec des guillemets, on a constaté, et on constate encore, des tentatives de donner un cachet un peu sérieux à ce qui reste de la propagande en organisant des expositions, en organisant une forme de présentation qui a les allures d'une présentation scientifique, mais d'une histoire qui est chargée politiquement. C'est ce que fait notamment Pierre-Édouard Stérin avec ses fameux musées. Comment est-ce que, en tant qu'historien, on perçoit ça ? Alors il y a tout un débat dans la profession pour savoir finalement est-ce qu'il faut faire un contre-récit, est-ce qu'il faut faire nos propres lieux ou supports simplifiés pour essayer de tirer des gens vers quelque chose de plus exigeant. À sa façon, c'est ce que fait Benjamin Briot avec la chaîne Nota Bene, par exemple, qui fait des contenus grand public, avec de l'humour, avec du ludique, avec du récit, mais qui contredit les discours d'extrême droite, et je pense que ça a beaucoup de valeur de faire ça. Il y a d'autres gens qui sont plus réservés, qui disent, oui, mais en fait, dès qu'on va sur ce terrain-là de l'entertainment, on est déjà perdant, parce qu'on est déjà enfermé dans l'équation dans laquelle veulent nous enfermer ce type de discours et de représentation de l'histoire qui ne peuvent pas être les nôtres. C'est un débat assez compliqué. Je pense que c'est dur de le trancher. Je pense qu'il y a plein de supports, en fait, qui peuvent ouvrir des voies. Je pense à une chose qui est le jeu vidéo ou le jeu de rôle, le gaming en général. On sait qu'il y a des gens qui pourront avoir ces supports-là et se contenter d'une version très simplifiée, mettons jouer à God of War Ragnarok et avoir une version des Vikings où ça ne fait que taper et pas aller beaucoup au-delà. Mais il y a aussi des gens qui, en investissant un domaine, en investissant par exemple en faisant des scénars de jeux de rôle, etc., vont en fait aller vers des lectures de sources d'époque, vont aller, aujourd'hui il y a de la presse numérisée, des gens qui font des scénarios qui se passent dans les années 20, ils vont aller utiliser des articles qu'ils ont trouvés en ligne sur Gallica, la bibliothèque numérique, etc., et se bâtir leur imaginaire. Et donc, je pense qu'il y a des vertus au fait que des gens très variés puissent se servir de l'histoire, et qu'en tout cas, il ne faut pas sacraliser les supports, il ne faut pas dire, il y aurait la belle histoire savante qui serait que dans les livres, et puis il y aurait la méchante histoire publique qui serait dans les parcs d'attractions et dans les choses ludiques, et seule la droite serait capable de le faire. Je pense que les choses sont plus fluides. C'est pas évident, effectivement, d'aller sur des terrains et sur des supports qui sont pas ceux au départ de l'histoire savante, parce qu'on sait ce qu'on peut y perdre, mais je pense qu'on peut aussi gagner, que si c'est bien investi, ça demande beaucoup de réflexion, si c'est bien investi, ça peut être très vertueux aussi. Et justement, du côté de l'histoire savante, comment est-ce que
ces tentatives à répétition sont perçues. Est-ce que c'est vécu pour ce que c'est-à-dire une attaque claire contre la recherche scientifique en histoire qui est de toute façon perçue comme faisant partie des ennemis idéologiques de la droite et de l'extrême droite? Alors de plus en plus, je pense. Je pense qu'il y a un certain nombre de collègues qui peut-être se désintéressaient de ces enjeux, considéraient que c'était une perte de temps, d'y accorder trop d'importance, et que je pense que les choses ont un peu changé il y a 2-3 ans, au moment de la campagne présidentielle notamment, au moment où Éric Zemmour a pris de l'importance, parce que il y avait un tel projet idéologique vraiment conçu comme une attaque en règle de l'histoire, de ses méthodes, des gens qui la pratiquent, pour imposer un récit faux du passé, disant voilà, Pétain a sauvé les Juifs, tout ce qu'on vous a dit sur Vichy c'est faux, il faut réhabiliter Vichy, qui était vraiment, c'est le cœur de son projet. Que là, il y a quand même beaucoup de gens, dont j'ai fait partie, avec d'autres collègues, je pense en particulier à Laurent Joly, qui a vraiment pas hésité à aller ferrailler sur ce terrain, texte en main, et beaucoup de gens ont pris conscience, peut-être plus qu'avant à ce moment-là, qu'il y avait des enjeux, qu'on ne pouvait pas rester silencieux, et qu'il fallait trouver des manières de répondre, de répliquer. Alors, on n'est pas toujours bien armé pour le faire, parce qu'évidemment, devant un polémiste qui a fait 20 ans de télé, vous improvisez pas, en termes de réplique et en termes d'aisance devant le micro ou la caméra. Mais on a quand même, je pense, collectivement fait émerger des discours dont des journalistes ont pu s'emparer pour essayer de cantonner un petit peu ou de cerner un petit peu le phénomène. Alors, je dis pas du tout que les historiens ont fait battre Zemmour, mais je pense que on a collectivement quand même su jouer un rôle pour faire en sorte de dire voilà, nous, ce qu'on sait et ce qu'on est capable de dire, et maintenant, la société tout entière doit être consciente de la gravité des enjeux. Le dernier point qui ne cesse de m'interroger, c'est de voir à quel point ces personnalités qui n'ont que le mot histoire à la bouche, donc on a cité Éric Zemmour, comble de l'ironie, j'ai croisé en venant te retrouver pour t'interviewer. Tous ces gens-là qui n'ont que le mot histoire à la bouche sont finalement d'assez piètres historiens. Qu'est-ce qui fait qu'on confie un petit peu les clés de l'histoire à ces gens-là qui, hélas, en sont d'assez mauvais représentants? Je pense qu'il y a une part de responsabilité de la profession parce que, il faut bien le dire, tous les collègues n'ont pas non plus d'énormes qualités d'animation et de charisme, et donc je pense qu'il y a aussi la part du sérieux des professionnels qui fait que des gens s'engouffrent dans ce créneau en ayant su trouver un ton et trouver une manière de raconter, une manière de se présenter comme étant plus accessible pour des gens qui sont des directeurs de programme qui vont les recruter. Donc il y a sans doute une part de responsabilité, et puis il y a une part de paresse aussi institutionnelle, parce qu'effectivement des gens comme Laurent Deutsch, il y a eu des alarmes qui ont été lancées envers le service public pour dire attention, là il y a des falsifications, là il y a des dérives idéologiques, là il y a des violences verbales contre telle et telle personne. Laurent Deutsch, on le connaît notamment pour ses livres, ses documentaires et pour les polémiques qui vont avec. On lui reproche de romancer, de prendre des raccourcis, voire de travestir la réalité. Le tout au profit d'un agenda politique qu'on qualifiera pudiquement de conservateur. Dans le même registre, on trouve également Franck Ferrand, qui chaque été, pendant le Tour de France, nous offre un aperçu de sa lecture très droitière de l'histoire de France. Le problème étant, pour l'un comme pour l'autre, la surexposition dont il bénéficie. Toutes les institutions, et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des vidéos IA générées par le gouvernement, toutes les institutions ont des parts de responsabilité. Et dans la période où on est, on ne pourra jamais empêcher un De Villiers ou un Bolloré de mettre le paquet pour proposer des récits historiques allant dans leur sens idéologique. Ça, voilà, c'est la loi de la jungle, et avec l'IA qui se rajoute dessus, et on ne peut pas le maîtriser. En revanche, ce qu'on peut maîtriser, c'est à l'éducation nationale, à la communication du gouvernement, dans les commémorations. Qu'est-ce qu'on fait? À qui on donne la parole? Comment on gère l'information? On a énormément de gens compétents et talentueux aussi devant un micro ou une caméra qu'on peut mettre en avant. Donc au moins du point de vue des services publics, capitalisons là-dessus et ne laissons pas uniquement le champ libre aux charlatans. Merci à André Loès pour ses réponses. Je le redis, son podcast Parole d'Histoire, il est dispo partout. Et je vous invite vivement à vous y abonner. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.